Nous sommes le 13 mai 2008 aux États-Unis, dans l'État du Minnesota. Situé dans le Midwest, au centre-nord des USA, le Minnesota est constitué d'immenses plaines agricoles, de prairies et de fermes. Le paysage est plat, et il faut bien le dire, désespérément monotone. Brandon Swanson est un étudiant sans histoire de 19 ans qui vit avec ses parents et sa sœur à Marshall, une petite ville de 13 680 habitants dans le comté de Lyon, à 160 km à l'est de Minneapolis, la capitale de l'État. Mesurant 1,70 m et portant des lunettes, il est presque aveugle de l'œil gauche depuis la naissance. Brandon suit une formation dans le domaine de la production d'énergie éolienne au Minnesota West Community et Technical College de Canby, à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Marshall. Brandon n'est pas un jeune à problème. C'est un gentil garçon, apprécié de ses proches. En parallèle à ses études, il travaille dans un magasin d'alimentation et ne souffre pas de problèmes mentaux. Le 13 mai 2008, c'est le dernier jour de l'année scolaire. Et Brandon fait la fête avec 4 camarades de classe à Canby. Rien de plus normal. Brandon en profite pour revoir des amis qu'il n'a plus trop l'occasion de fréquenter à cause de ses études. Comme dans toutes les soirées étudiantes, les jeunes consomment évidemment de l'alcool. Mais selon un témoin visuel, ce n'est pas une grosse beuverie. Un peu après minuit, Brandon rentre chez lui. On peut dire qu'il est plutôt raisonnable. Donc Brandon monte à bord de sa voiture, une Chevrolet Lumina, et prend la route. Pour revenir à Marshall, Brandon doit théoriquement emprunter la Highway 68, une voie rapide en ligne droite de 50 km, qu'il a l'habitude de prendre très régulièrement. En quittant Canby, Brandon n'est pas ivre-mort. Cependant, il a bu quelques verres, notamment un shot de whisky, et il ne veut pas prendre de risques avec la Highway Patrol. Il faut savoir qu'outre-Atlantique, la police ne plaisante pas avec l'alcool au volant. C'est un coup à finir en prison. On imagine que c'est la raison pour laquelle Brandon prend un itinéraire bis pour revenir à Marshall. Il décide d'emprunter des routes secondaires de gravier, non par les highways, qui quadrillent les parcelles agricoles. Notez que vu du ciel, le réseau routier du Minnesota forme une immense grille sur tout le territoire. Les routes forment des carrés ayant des côtés d'une longueur d'environ 1 mile, soit 1,6 km. Étant donné qu'il est impossible de rouler en ligne droite, Brandon fait donc de multiples détours pour rentrer chez lui. Il s'allonge donc énormément. Si cette région rurale du Minnesota est déjà glauque pendant la journée, la nuit c'est encore pire. Il n'y a pas d'éclairage public. Brandon roule dans l'obscurité totale. Il est maintenant 1h15 du matin. Tôt, le 14 mai 2008. Brandon est toujours dans la campagne du Minnesota. Il roule sur les routes au milieu des terres cultivées. Le paysage est vide, et il n'y a aucun repère. Brandon est-il fatigué ? Probablement. Et il s'est peut-être perdu dans ce labyrinthe agricole, car à un moment donné, il veut faire demi-tour. Et sa voiture Chevrolet va dans un fossé le long d'un champ. Attention, Brandon n'a pas d'accident de la route à proprement parler. Néanmoins, sa voiture se retrouve complètement immobilisée. Le fossé n'est pas très profond, seulement il est large, et le véhicule est penché dans un angle tel que 2 roues ne touchent plus le sol. Brandon n'est pas blessé, mais il est coincé en pleine nuit, au milieu de nulle part. Ça ressemble beaucoup à un scénario de film d'horreur. L'État du Minnesota n'est pas le genre d'endroit où vous avez envie d'avoir un problème de voiture la nuit. Seul, dans ce coin plongé dans le noir, Brandon ne sait pas quoi faire. Il est inutile de tenter de pousser seul la Chevrolet hors du fossé. C'est impossible. Par chance, Brandon possède un téléphone portable, un Motorola SLVR. Et il appelle donc 2 ou 3 amis afin qu'ils viennent l'aider à dégager sa voiture. Mais ses amis ne répondent pas, sans doute toujours en train de faire la fête. À 1h54 du matin,
Brandon se résout à faire ce qu'un adolescent a probablement le moins envie de faire quand il s'est mis dans le pétrin. Appeler ses parents. Brandon leur explique ce qui s'est passé et monsieur et madame Swanson montent aussitôt dans leur pick-up pour aller le chercher. Brandon leur décrit l'endroit où il se trouve. Il est quasiment sûr d'être juste en dehors de la Highway 23, près de la ville de Lint. Lint est une bourgade voisine de Marshall, dont la population plafonne à 450 habitants. Il est certain qu'il s'agit de Lint, car un de ses amis y habite. Le souci, c'est que son téléphone Motorola n'est pas équipé d'un GPS, et que toutes les routes se ressemblent dans ce coin du Minnesota. Quoi qu'il en soit, Lint n'est qu'à 10 minutes en voiture de Marshall. Et à bord de leur pick-up, monsieur et madame Swanson s'approchent rapidement du lieu supposé de l'accident. Ils scrutent les alentours à la recherche de la Chevrolet. Seulement, ils ne parviennent pas à la localiser. En contact téléphonique permanent avec leur fils, ils signalent leur présence en faisant des appels de phare. Mais Brandon ne perçoit aucun signe lumineux dans l'obscurité. En retour, Brandon fait aussi des appels de phare avec sa voiture Chevrolet. Mais ses parents ne voient rien non plus. Les tentatives se poursuivent un bon moment, et tout le monde perd patience. Stressé par la situation, Brandon s'énerve un peu contre sa mère et raccroche à 2h27 du matin. Quelques secondes plus tard, il la rappelle pour s'excuser. Lassé d'attendre, il dit à ses parents qu'il part à pied à Lint et propose de les retrouver sur le parking du Linwood Tavern, l'unique bar de la bourgade. Les parents acceptent. Monsieur Swanson ramène vite son épouse à Marshall, puis repart seul chercher Brandon. Tout en roulant vers le lieu du rendez-vous, Monsieur Swanson rappelle son fils et discute avec lui. Brandon a commencé à marcher vers les lueurs urbaines à l'horizon. Pendant 47 minutes, Monsieur Swanson converse avec Brandon au téléphone. Il connaît son fils mieux que quiconque, et d'après lui, Brandon n'est pas ivre. L'étudiant marche le long de la route, un instant en direction du sud, puis tourne à l'ouest. Il passe devant l'entrée d'une ferme abandonnée et annonce à son père qu'il coupe à travers les champs pour aller plus vite qu'en marchant sur la route, selon ses propres mots. Brandon traverse les cultures et escalade 2 grillages. Détail qui aura plus tard son importance, il dit à son père qu'il entend un clapotis. Il y a donc de l'eau pas très loin. Tout en progressant vers Lint, dans la nuit totale, il parle au téléphone avec son père. Selon ce dernier, et ceux qui auront l'occasion d'écouter l'enregistrement plus tard car il a été rendu public, l'étudiant s'exprime d'une voix calme et l'environnement est silencieux. Tout paraît normal, quand tout à coup, Brandon lâche un juron. « Oh merde !» et la communication est brutalement coupée. Il est exactement 3h10 du matin et on n'entendra plus jamais la voix de l'étudiant. Mort d'inquiétude, Monsieur Swanson rappelle immédiatement son fils. Son téléphone sonne, mais personne ne décroche. Précision importante, l'appel ne bascule pas directement vers la messagerie. Monsieur Swanson recompose plusieurs fois le numéro de Brandon. Le téléphone de son fils sonne toujours dans le vide. Paniqué, Monsieur Swanson fonce au lieu de rendez-vous, le parking du Linwood Tavern. Mais il est vide. Selon toute apparence, il est arrivé à Brandon un événement imprévu et soudain. Son père arpente le secteur pendant des heures, en vain. À 6h30 du matin, Monsieur Swanson prévient le shérif du comté de Lyon, qui entreprend de faire une réquisition auprès de l'opérateur téléphonique pour repérer le portable de Brandon. Seulement, il doit attendre que les bureaux ouvrent et on perd un temps précieux. Quelques heures plus tard, les techniciens analysent les derniers appels téléphoniques passés par Brandon et ils obtiennent la confirmation que son téléphonable a borné, c'est-à-dire qu'il a activé une antenne relais au sud de Minneota, une bourgade entre Canby et Marshall. Cette information importante permet de restreindre le secteur de recherche. Et à 12h30, un peu après midi donc, un adjoint du shérif trouve la voiture de Brandon. La Chevrolet de Brandon est bien coincée dans un fossé, mais son propriétaire n'est pas sur place.
Le petit problème, c'est que la voiture est très loin de l'endroit où pensait être Brandon. Elle est sur une route de campagne, à 2,4 km au nord de la Highway 68 et à environ 30 km de Lind. Comment Brandon a-t-il pu autant se tromper ? Les éclairages urbains qu'il a observés au loin ne pouvaient en aucun cas être ceux de Lind, mais plutôt ceux de Taunton, Porter, des patelins proches du lieu de l'accident. Les camarades de Brandon ont reconnu qu'il avait bu quelques verres, mais selon eux, il était tout à fait en état de conduire. De plus, son père, M. Swanson, avec qui il est resté longtemps au téléphone, a certifié qu'il était parfaitement lucide. Brandon se serait-il cogné la tête lors de sa sortie de route ? Pas si l'on croit les constatations faites sur place par la police. En effet, la Chevrolet n'est pas endommagée, juste maculée de boue. En outre, ses airbags ne se sont pas déclenchés. Et il n'y a pas eu d'impact car on n'a relevé aucune trace de sang dans le véhicule. Tout paraît normal. La police locale tente maintenant d'appeler le portable de Brandon. Mais les appels vont désormais directement vers la messagerie vocale. Le portable Motorola SLVR de Brandon ne fonctionne certainement plus. Pour compliquer encore un peu plus l'équation, la téléphonie mobile n'est pas une science exacte. L'opérateur n'est pas en mesure de déterminer par triangulation la position précise de Brandon la nuit de sa disparition. Nous apporterons un complément d'information technique ultérieurement. Il faut maintenant retrouver Brandon, dans les meilleurs délais. Les forces de l'ordre lancent une vaste opération de Search and Rescue, qui mobilise des véhicules tout-terrain, des hommes à cheval et des chiens renifleurs. Des fermiers et des habitants du coin apportent également leur aide. Les recherches se focalisent sur une zone de campagne incluant la Yellow Medicine River. On présume que Brandon a obligatoirement traversé cette rivière pour aller vers les lumières. Le scénario le plus plausible, c'est que l'étudiant aurait trébuché et serait tombé à l'eau. C'est pour cette raison que l'appel a coupé, puisque son portable a été immédiatement mis hors d'usage. L'hypothèse de la noyade paraît tenir la route. Sauf que la Yellow Medicine River est plus un gros ruisseau qu'une rivière. Par endroits, la profondeur ne dépasse pas 1 mètre. Les secours ne veulent malgré tout rien laisser au hasard. Ils fouillent le cours d'eau de fond en comble, mais ne trouvent rien. Durant 4 mois, 500 personnes, la plupart bénévoles, cherchent non-stop Brandon. Ils ratissent plus de 300 km² avec le renfort d'une trentaine de chiens spécialisés. Mais tous ces efforts se révéleront infructueux. Aujourd'hui encore, près de 10 ans après les faits, on n'a pas trouvé le moindre indice permettant d'expliquer la disparition de Brandon Swanson. L'affaire Brandon Swanson, qui a énormément choqué le public américain, est la preuve qu'on peut disparaître de la surface de la Terre pendant qu'on téléphone à un proche. Ironie du sort, si l'étudiant avait composé le 911 juste après son accident, la police aurait été capable de le géolocaliser avec une précision inférieure à 100 mètres et de le sauver. Passons maintenant à la partie commentaires. Qu'est-il arrivé à Brandon Swanson ? Près d'une décennie après les faits, cette question continue de hanter ses parents, bien sûr, mais aussi des milliers d'internautes qui se passionnent pour l'affaire. Revenons sur les principales zones d'ombre du dossier. D'abord, comment Brandon a-t-il pu se tromper à ce point de localisation ? Une combinaison de facteurs, tels la fatigue, l'alcool, le froid, le manque de concentration, l'a probablement induit en erreur, ainsi qu'un autre élément, son temps de trajet. Si Brandon avait l'habitude d'aller de Canby à Marshall en passant par la Highway 68, il empruntait rarement les routes de campagne. Étant donné qu'elle forme une grille dans le Minnesota, Brandon ne pouvait pas avancer en ligne droite. Il a passé beaucoup de temps à faire des détours et a eu l'impression d'être presque arrivé. En prime, il semblerait qu'il ait confondu le lieu de son accident avec une autre route de gravier qu'il connaissait, au bord de la Highway 23, entre Marshall et Lind, près d'un terrain de golf. Brandon n'a pas disparu volontairement, c'est une évidence. Et s'il avait voulu s'enfuir, il n'aurait certainement pas appelé ses parents. Il serait parti, point barre. Pourquoi une telle mise en scène ? Sans compter qu'en 2008, nous étions dans l'Amérique post-11 septembre.
Brandon ne pouvait prendre l'avion sans utiliser son passeport. Il n'a donc pas pu partir à l'étranger. Pour une raison inconnue, l'étudiant n'a plus donné signe de vie depuis le 14 mai 2008 à 3h10 du matin. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il lui est arrivé un événement brutal et imprévu. Oui, mais lequel ? À mon avis, Brandon est décédé cette nuit-là. Seulement, est-il mort à la seconde où son téléphone a coupé ou plus tard ? Aveugle d'un œil, Brandon serait-il tombé dans une autre rivière que la Yellow Medicine River ? Quelques minutes plus tôt, il avait dit à son père entendre un clapotis dans les parages. Il y avait donc de l'eau dans le coin. Brandon aurait pu trébucher, c'est pourquoi il a juré à voix haute par réflexe. Il aurait lâché son téléphone qui serait tombé à l'eau et aurait été mis instantanément hors service. Il faut savoir que l'eau oxyde les composants électroniques. Oui, mais souvenez-vous que son père l'a tout de suite rappelé et qu'il a dit que son appareil avait sonné dans le vide. Parlons maintenant un peu technique. Je ne suis pas technicien en télécom, mais je vais quand même essayer d'analyser cette question. Si l'on s'efforce de raisonner d'une manière logique, cela signifie que l'appareil était allumé, et a priori en état de marche, mais que son propriétaire n'a pas pris l'appel. Car quand un téléphone est éteint, l'appel bascule directement vers la messagerie. C'est également le cas si la batterie est à plat, ou si l'on la retire. Seulement, ça n'est pas si simple. Selon les pratiques des opérateurs mobiles, les modèles et les réglages des appareils, la sonnerie artificielle, celle que vous entendez dans l'écouteur quand vous appelez quelqu'un, ne signifie pas forcément que l'appareil de votre correspondant sonne, mais juste qu'on essaie de faire aboutir votre appel. Donc ce n'est pas parce que M. Swanson a indiqué avoir entendu une sonnerie au bout du fil que l'appareil de Brandon a effectivement sonné. Autre idée reçue, un téléphone portable n'active pas forcément l'antenne relais la plus proche. En réalité, il envoie un signal radiofréquence à toutes les tours dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Il est donc impossible de savoir sur quelle antenne relais votre appel va rebondir. Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. La topographie des lieux, les conditions atmosphériques, etc. En fait, le centre de commutation régional, qui cherche à fluidifier au maximum les appels sur le réseau, s'adapte en temps réel. Le système informatique choisit quelle antenne relais il va utiliser parmi celles disponibles, et c'est très aléatoire. Vous pouvez passer 5 appels successifs du même endroit et activer à chaque fois une antenne relais différente. Que la technologie ne soit pas forcément en mesure de tracer chaque individu en permanence est sans doute une bonne nouvelle pour la démocratie, sauf dans le cas présent. Personnellement, je ne crois pas que Brandon se soit noyé dans la Yellow Medicine River, parce que c'est sans conteste la rivière ayant été la plus fouillée dans l'histoire des États-Unis. Quasiment tous les ans depuis 2008, et on n'a jamais rien trouvé. Brandon a bien entendu pu glisser et tomber à l'eau au moment précis où son appel a été interrompu, mais pour quelle raison n'a-t-on jamais repêché son corps ? La Yellow Medicine River est relativement peu profonde. En mai 2008, son débit était insuffisant pour emporter loin un cadavre. Son corps aurait pu rester coincé sous une branche au fond de l'eau, mais un noyé dégage forcément des gaz de décomposition qui remontent à la surface et que les cadaver dogs, donc les chiens spécialisés dans la détection de cadavres, détectent aisément. Pour finir, le niveau de cette rivière baisse énormément l'été. Elle est même parfois à sec. En conclusion, on aurait obligatoirement repéré quelque chose un jour. Hypothèse plus crédible, Brandon serait tombé dans la Yellow Medicine River, mais aurait réussi à sortir de l'eau. Les vêtements trempés, il aurait divagué dans la campagne du Minnesota avant de mourir de froid. Il faut noter que l'hypothermie réduit les capacités mentales. Compte tenu des températures enregistrées la nuit du drame, elles sont tombées à 4 degrés seulement, des spécialistes ont estimé qu'il pouvait marcher au moins 2h30 avant de succomber aux éléments. D'accord, mais encore une fois, pourquoi n'a-t-on pas trouvé son corps ? S'il était décédé dans un champ, un agriculteur l'aurait repéré, surtout qu'à la période des faits, les cultures n'avaient pas encore poussé. Certains ont avancé l'idée que Brandon se serait réfugié dans un bâtiment désaffecté ou sous un vieux engin agricole. Et tous les puits et fermes abandonnés du secteur ont été vérifiés et on n'a jamais rien découvert. Excluons aussi la thèse d'un accident de la circulation,
Brandon n'a pas été fauché par une voiture pendant qu'il marchait sur la route, parce que son père, avec qui il était au téléphone, aurait entendu en direct des crissements de pneus ou un bruit d'impact. Et surtout, l'étudiant était en train de couper à travers les champs quand la communication a été interrompue. La disparition d'origine criminelle est davantage concevable dans ce dossier. Après avoir cassé son téléphone portable, Brandon serait revenu sur une route. Il aurait été recueilli par un automobiliste, apparemment amical, qui se serait révélé être un psychopathe. Les personnes malveillantes peuvent en effet circuler la nuit sur les routes de campagne. Autre variante, Brandon aurait sonné la porte d'un habitant du coin. Il aurait demandé à utiliser leur téléphone, par exemple. Seulement, il serait tombé chez un serial killer. On prête décidément beaucoup aux tueurs en série. Un homicide involontaire est selon moi beaucoup plus réaliste. Brandon aurait cogné à la porte d'une maison en pleine nuit, et ça se serait mal passé. Sachant que l'étudiant n'était pas dans son état normal, confus, stressé, l'occupant des lieux aurait pu avoir peur. Croyant avoir affaire à un drogué, il aurait tiré dessus. Ou alors Brandon se serait fait abattre pendant qu'il traversait une propriété privée à 2h du matin. Le tireur aurait ensuite paniqué, il aurait fait disparaître son cadavre pour ne pas avoir de problème. Saura-t-on un jour ce qu'il est advenu de Brandon Swanson ? Impossible de répondre à cette question. En tout cas, ce mystère reste un des plus importants de l'histoire récente des États-Unis. Pour en savoir plus sur cette affaire, et pour découvrir de nombreuses autres histoires de disparitions mystérieuses, je vous invite à lire mon livre « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses, monde ». Vous tapez Lionel Camille, « Disparu dans la nature, monde » dans Google et vous trouverez les liens. En attendant, je vous remercie pour votre curiosité et je vous dis à très bientôt.